Salut tout le monde! Cette semaine, au podcast On se dit les vraies affaires, je recevais Michel Villa. Michel qui est un trader professionnel, qui a tradé pour plusieurs institutions, que dans le fond il négocie à la bourse. C'est quelqu'un qui forme les investisseurs chez Desjardins. C'est quelqu'un avec un parcours vraiment très inspirant et très intéressant. Donc on a parlé de plusieurs sujets reliés au monde du trading et de l'investissement en général. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. C'est vraiment un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires en lien avec l'épisode. Sur ce, bonne écoute. Here we go, on est parti. Puis il n'y a pas vraiment d'introduction. C'est comme une discussion, comme on parlait tantôt. Puis c'est ça que les gens aiment aussi. Fait on parle comme ça. Dans le fond, toi, tu disais que les institutions, toi, dans le fond, tu tradais avant pour les institutions. Oui. Puis que les institutions, eux, te disaient, mettons, les gestionnaires de portefeuille te disaient d'acheter, mettons, un baril de gold, c'est ça? Oui. Ok. Puis toi, tu devais le faire au meilleur cours possible. Oui. Ça s'appelle arbitragiste action. Je travaillais pour notamment les caisses de retraite d'Hydro-Québec et l'OCN. La manière que ça fonctionne, c'est que tu as un gestionnaire de portefeuille qui, lui, doit s'assurer de livrer un rendement pour les retraités. Là, il se lève un matin, grâce à une recommandation d'un analyste financier, il dit « Écoute, on devrait acheter du barrel gold. » Et là, il calcule le pourcentage qu'il peut mettre dans son portefeuille. Mettons 2 à 5 %. Et là, il vient voir le trader, l'arbitragiste action, il dit « Michel, achète-en 1 million ou 500 000. » Et là, mon objectif, c'est de prendre cette transaction-là et d'exécuter au meilleur cours possible. Ok, fait qu'il y a plusieurs steps avant de passer Oui. la transaction. Là. Ok, fait que dans le fond, il y a l'analyste qui dit au gestionnaire de portefeuille, hey, il y a une opportunité là qui arrive. Là, lui, il dit, ok, ben tu peux le faire. Lui, dans le fond, c'est juste l'intermédiaire entre l'analyste et le trader. Oui. Okay. Le gestionnaire de portefeuille, c'est un peu comme le corps arrière au football. Ok. C'est lui qui décide les jeux qu'on va faire. Il va utiliser, mettons, un porteur de ballon, un receveur de passe. Bien, l'analyste financier et l'arbitragiste action fait partie un peu de cette offensive-là. Chacun a son rôle. L'analyste financier va avoir plus un rôle d'analyste fondamental. Il va analyser la compagnie, basé sur l'économie, l'évolution des taux d'intérêt. Et le trader, comme moi, c'est plus analyse technique. Ok. Plus court terme. Parce que la décision d'acheter Barry Gold est prise. L'objectif, c'est de dire, les 15 prochaines minutes, est-ce qu'il y a plus de chances que l'action monte ou baisse? Là, tu es vraiment dans le micro, à savoir c'est quoi le sentiment par rapport au titre, au secteur. Tu choisis tes niveaux. Là, tu l'exécutes au meilleur cours possible. Ok, dans le fond, tu regardes dans les 15 minutes, là. Tu regardes pas dans les 4 heures, dans les 1 heure. Tu peux te référer à certains niveaux graphiques, là, sur un graphique journalier ou un 15 minutes, mais ta décision, c'est vraiment pour la prochaine demi-heure. Ok. Et là, tu vas prendre un bord de dire, est-ce que j'attends? Est-ce que j'y vais avec le tiers de ma position? Est-ce que je le fais au complet? Combien de temps tu vas garder une position environ? Comment? Ça dépend. Okay. Ça dépend du sentiment d'urgence. OK. Si, comme par exemple, Barry Gold, c'est un titre qui passe de 25 à 20 $, tu arrives sur une zone de support graphique, il y a beaucoup de volume qui se fait à 20 $ et toi, tu penses que c'est un support, ben, tu peux le faire très agressivement dans les prochaines minutes. Ou si le titre commence à décrocher et tu le trouves faible techniquement, tu peux dire à ton gestionnaire, tu sais quoi, je pense que je vais attendre quelques jours pour la faire et là, tu auras l'option de le garder sur quelques jours. Ça dépend vraiment de ton opinion par rapport à la situation du titre. Puis, est-ce que c'est vrai que ça que, tu sais, moi j'ai parlé avec beaucoup de traders institutionnels au Forex, là, surtout. Puis, est-ce que c'est vrai que l'analyste passe après le trader? Tu sais, moi j'ai entendu dire que, dans le fond, le trader, lui, plaçait la transaction, puis après ça, il disait à l'analyste, comme, hey, fais une analyse pour envoyer au client. Je te dirais qu'au Québec, de ce que je connais, c'est l'inverse. OK. Le trader, c'est un exécutant. Okay. Il y a plus ou moins de valeur ajoutée, puisque comme je te le mentionnais, la décision elle est prise. Et à quelque part, tu dois justifier l'achat auprès d'un comité, qui est soit le comité des retraités, ou le comité de surveillance, ou le comité de placement. Mais c'est vraiment très sérieux de dire, je vais acheter 1 million de Barrick Gold. L'analyste va avoir préséance sur le trader. Sauf dans certaines firmes aux États-Unis, le trader va avoir davantage de leadership que par rapport au Québec. Okay. Et là, lui va dire, moi j'aime graphiquement cette compagnie-là, j'ai le goût de l'acheter, il faut trouver des raisons pour justifier cet achat-là. Et là, ça se pourrait que l'analyste passe en second lieu, mais je te dirais que de façon générale, l'analyste va avoir préséance sur l'arbitragiste action. Moi, j'avais entendu genre une théorie du complot un peu, là, que dans le fond,
les traders regardaient juste comme des supports résistance, puis que après ça, l'analyste, lui, il faisait juste comme mettre plein d'affaires compliquées pour l'envoyer au client pour pas qu'il retire son argent de là. Ben, écoute, moi, la dizaine d'années d'expérience que j'ai pour avoir travaillé à la Banque Scotia avec plusieurs clients, à Hydro-Québec, OCN, j'ai pas vu ce genre d'intervention-là. Et c'est toujours plus facile d'expliquer quelque chose par la suite. Je suis toujours capable de te dire, hey, oui, la crise financière de 2007-2008, c'était donc évident. Mais un coup que tu étais là, ça l'était moins évident. C'est ce qu'on appelle le biais de rétrospection. C'est toujours plus facile à dire après coup. OK. Alors, tu trouves des raisons qui supportent un peu tes dires. C'est plus facile de dire après un trade, tu dis, hey, je l'aurais fait l'argent, que de le voir comme s'en venir puis de le prendre. Puis toi, on est présentement dans une hausse des taux d'intérêt. Il y a des taux d'intérêt qui sortent cette semaine au Canada. Oui. Puis qu'est-ce que tu penses quand, mettons, on se situe, il y a 4 grandes phases dans un cycle économique, qui est l'expansion, le pic, le creux, puis on retourne dans l'expansion. Qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses qu'on se situe présentement, au fond? On voit que la Fed qui monte les taux, ça commence à monter, les élections mi-mandat qui arrivent. Est-ce que tu penses que comme ça se pourrait que les marchés plantent comme dans les prochaines... Moi, j'ai entendu vraiment bien des affaires. Moi, je m'attends personnellement à ce qui se passe de quoi au courant des prochaines années. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu as plusieurs points dans ton commentaire. Dans un premier temps, pour la Banque du Canada, il faut se poser la question, est-ce que c'est une nouvelle qui est escomptée ou pas? Et selon les transactions qui se font sur le marché obligataire, il y a 95% des chances que la Banque du Canada relève son taux d'intérêt de 25 points de base ce mercredi. OK. C'est une nouvelle attendue. Okay, ouais. Si la personne se lève et dit bah, je vais aller acheter, mettons, le dollar canadien parce qu'ils vont augmenter les taux, c'est déjà dans le marché boursier. Pour ce qui est du dollar américain, pour décembre, la Réserve fédérale, on s'attend à 80% des chances qu'il augmente les taux d'intérêt. Je te dirais que la poussée des hausses de taux, ben, c'est faite depuis décembre 2015 aux États-Unis et on est dans un mode expansion. Si on augmente les taux d'intérêt, ça veut dire que l'économie va bien. Et là, ce qui arrive, c'est que les gens qui disent qu'on est dû pour une correction se basent sur des statistiques. Le marché, ça fait 10 ans qu'il augmente, puis c'est sûr qu'à un moment donné, le marché va reculer parce que, historiquement, le marché baisse d'au moins 10% une fois par année. Okay. Je te dirais, je pense que 20%, si ma mémoire est bonne, c'est aux 2 ans. Ces baisses-là sont fréquentes. Alors, il faut vraiment faire attention de dire, est-ce que c'est vraiment une baisse qui est à l'intérieur d'un marché qui est haussier, ou c'est vraiment le début d'un marché à la baisse qu'on appelle un bear market. Okay. Et souvent, tu as 4 critères pour ça. Est-ce que tu as un risque de récession? Aux États-Unis, en ce moment, tu as 15% des chances d'avoir une récession lors des 12 prochains mois. Okay. Est-ce que la politique monétaire de la Réserve fédérale est trop restrictive? Dans le sens que ce qu'on augmente les taux d'intérêt trop rapidement. La dernière fois que les taux d'intérêt étaient, pas les taux d'intérêt, excuse-moi, le taux de chômage était aussi bas aux États-Unis, le taux directeur était à 5,25%. Là, en ce moment, on est à 2,50%. Ouais. Donc, il y a de l'espace à ce qu'on augmente si tu inclus la hausse de taux de décembre. Quand tu regardes au niveau des prix des commodités, ben, le pétrole, par le passé, a créé là, des ralentissements économiques. En ce moment, le pétrole se négocie entre 30 et 110 $ là, à 70, qui est à mi-chemin de cette fourchette de prix-là. Pas vraiment d'inquiétude à avoir. Au niveau des évaluations boursières, le S&P 500 se négocie à 17 fois les bénéfices de cette année et à 15 fois et demi les bénéfices de l'an prochain. D'un point de vue statistique, il n'y a pas nécessairement de risque d'une baisse de 20% et plus dans le prochain 12 mois. Et là, par la suite, on verra. Puis évidemment, ça peut changer du jour au lendemain. Mais moi, je suis plus optimiste que pessimiste. C'est ça qu'il faut aussi. Puis, toi, dans le fond, tu disais tantôt que tu avais fait ton CFA. Oui. Ton CMT aussi. Et ça, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le CFA? Parce que moi, je voulais faire ça pour être gestionnaire de portefeuille. Et là, maintenant que j'apprends que gestionnaire de portefeuille, c'est pas toi qui trade, ben, c'est une autre chose. Qu'est-ce que ça te donne, le CFA, en fait? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bien, il y a des gestionnaires de portefeuille qui vont négocier leur portefeuille. Okay. Ça dépend de la taille. Si tu travailles dans une équipe qui est plus petite, ce qu'on appelle une firme boutique, tu vas tout faire un peu. Tu vas faire l'administratif, tu vas faire la sélection de titres et tu vas faire aussi les transactions. Okay. Évidemment, tu vas avoir un agent de conformité pour s'assurer que tout balance et qu'il n'y a pas de fraude. Quand tu joins des grosses organisations, là, évidemment, tu vas avoir des tâches qui sont séparées. Le CFA, c'est un peu comme rentrer dans un bar et te demander, as-tu des cartes? Okay. As-tu 18 ans? C'est un peu un prérequis pour rentrer dans l'industrie financière au niveau de la gestion de portefeuille. CFA pour Chartered Financial Analyst, c'est 3 examens que tu dois suivre. C'est environ 250 à 300 heures d'études par examen. C'est en anglais.
L'avantage du CFA, c'est que quand tu arrives en entrevue, tu vas te comparer avec quelqu'un qui a un baccalauréat, mettons, de l'Université Laval, versus quelqu'un qui a un baccalauréat à McGill. C'est difficile de comparer les deux. Mais quand tu as ton CFA, au moins, on s'assure, comme un saut de qualité, de dire, ben toi, tu as fait 3 examens et tu es bon du côté éthique. Le CMT, c'est la même chose, mais c'est du côté de l'analyse technique. La différence dans les deux, c'est l'approche. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de l'économie, des secteurs, des facteurs macroéconomiques, et là, tu vas choisir une entreprise. L'analyse technique, on ne fait rien de ça. On regarde des indicateurs, on regarde le comportement boursier, et là, tu prends une décision à savoir est-ce qu'il y a plus de chances que le titre monte ou baisse. L'analyse fondamentale, on se pose la question est-ce que c'est sûr ou sous-évalué. 2 écoles de pensée différentes. Et le CMT, c'est pour Chartered Market Technician. Le fait d'avoir les deux, c'est le fun. Parce que l'analyse fondamentale va t'aider à trouver qu'est-ce qu'il faut acheter. L'analyse technique va te dire à quel moment rentrer et sortir. C'est ce qu'on appelle l'approche fusion. OK. Puis, est-ce qu'avec un CMT, tu peux gérer un portefeuille? Tu peux pas gérer un portefeuille comme avec le CFA. Tu pourrais, mais je te dirais qu'au Québec, c'est méconnu encore. OK. Évidemment, l'objectif pour travailler dans une grande organisation, les gens vont demander à la base le CFA. Peut-être qu'un jour, le CMT, ça va être là, un prérequis, mais pour l'instant, je te dirais que c'est préférable de faire un CFA. OK. Puis, est-ce que tu peux faire autre chose que comme. Parce que moi, j'ai entendu dire que tu pouvais faire comme des analyses pour de l'immobilier. Comme j'ai entendu genre que le CFA, c'était comme un analyste financier en général, tu sais, que c'était pas juste relié au trading. Tu peux faire d'autres trucs que le trading, je pense. Le CFA sont très spécialisés pour ce qu'on appelle l'investissement boursier, la gestion de portefeuille. Souvent, on va y aller avec l'approche classique d'investissement en actions et en obligations. OK. Le fameux portefeuille 60-40, c'est 60% actions, 40% obligations. Tu as le CAIA, qui est complètement différent, qui lui s'intéresse à l'analyse fondamentale pour des commodités. OK. Le placement privé, l'immobilier et les hedge funds. Là, excuse-moi pour mon anglais, mais le CAIA, là, de mémoire, là, c'est Chartered Alternative Investment Analyst. OK. Et ça, tu peux le faire sans avoir fait ton CFA. Alors, c'est le CAIA que ça s'appelle. Ah, super, je vais aller voir ça. Good. Puis, aussi, dans le fond, moi, je voulais savoir qu'est-ce que les institutions comme, regardent en analyse technique. Est-ce que ils regardent des moving averages? Est-ce que, on entend de tout ça sur Internet aussi, on peut en voir pas mal des trucs. Mais est-ce que vous regardez vraiment comme les indicateurs traditionnels comme les MACD, le RSI, les moving averages, les Bollinger Bands, ces trucs-là? Est-ce que vous regardez vraiment ça ou vous regardez comme juste les patterns de candle, les trendlines? Est-ce que vous utilisez des trendlines? OK, la première question, c'est qu'il faut toujours que tu te poses, c'est qu'est-ce que les gens regardent? Et quand les gens regardent quelque chose, les gens vont porter une attention. Tu sais, comme par exemple, une moyenne mobile 150 jours, c'est très excitant, c'est très intéressant. Sauf qu'il y a combien de gestionnaires de portefeuille qui vont regarder ça? Pas tant. Ils vont regarder la moyenne mobile 200 jours parce qu'à CNBC, on parle de la moyenne mobile 200 jours. Les gens vont avoir tendance à utiliser ce genre d'indicateur-là. Moyenne mobile 200 jours, le RSI. Je te dirais que le MACD, c'est un peu plus obscur. OK. Mais le RSI 14, les gens vont l'utiliser, les chiffres de Fibonacci. Et là, c'est important de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins. Comme c'est démontré que les nombres de Fibonacci n'ont pas de valeur statistique. Okay. Il n'y a pas de modèle qui te prouve que si tu achètes un titre en retracement ou tu vends découvert un titre en retracement à 31,8%, que tu vas faire de l'argent nécessairement. Ouais. C'est un outil qui est utile quand tu le colles avec d'autres outils. Mais pris isolément, il n'y a pas un indicateur technique comme un indicateur fondamental qui va te permettre d'avoir du succès. Pour répondre à ta question, la moyenne mobile de 100 jours, le RSI, et surtout des zones de support et de résistance. OK. Ben, tu demand and supply un peu aussi. Oui, tout à fait. Tu veux savoir qui est en contrôle, parce qu'à la bourse, Antoine, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Ils disent qu'une action monte parce qu'il y a plus d'acheteurs et de vendeurs, mais c'est totalement faux. Parce que si tu veux acheter quelque chose, ça prend quelqu'un qui te le vend. Et si tu veux vendre quelque chose, ça prend quelqu'un qui te l'achète. Si tu ne crois pas, prends, mettons, Nortel, l'action qui est allée à zéro, ben, tu peux avoir encore du Nortel dans ton portefeuille, puis il n'y a personne qui te l'a acheté. Ce qui fait que ça monte ou ça baisse, c'est une question d'agressivité. Est-ce qu'on est plus anxieux à l'achat ou du côté de la vente? Et toi, tu dois déterminer qui est en contrôle. OK. Super intéressant. Puis aussi, dans le fond, toi, tu es coach, formateur, tu fais plein de trucs là, en général. C'est quoi que tu fais exactement? On a parlé de formation tantôt, tu donnais des formations au niveau des institutions. Oui. Tu coaches chez Desjardins aussi, je pense, des investisseurs particuliers. Oui. Puis c'est quoi ta job en général? Qu'est-ce que tu vas voir?
avec qui tu discutes? C'est quoi ta journée, en fait? Ben, moi, dans le fond, dans le premier temps, je suis un formateur. OK. Je vais donner des cours sur la gestion du risque, la gestion émotionnelle et aussi des cours pour la négociation active. Les gens ils vont garder des positions sur quelques journées avec notamment Desjardins, courtage en ligne Desjardins qu'on appelle DISNAP. Je vais être aussi chroniqueur. Je vais écrire des articles pour des institutions financières et aussi des journaux comme le Journal des Affaires et aussi pour mon blog que j'ai écrit pendant quelques années. OK. Et je vais être aussi conférencier. Là, je m'intéresse beaucoup au comportement humain à la bourse, qu'on appelle la finance comportementale. Et là, je vais donner des conférences pour les conseillers, les planificateurs financiers, pour les aider à ce que leurs clients gèrent mieux leurs émotions à la bourse. OK. Et aussi eux-mêmes face aux fluctuations boursières. Alors vraiment, de la formation, écrire des articles, donner des conférences. Et je vais travailler aussi à titre de consultant pour des équipes de gestion de portefeuille. Là, ce que je vais donner mon 2 cents sur ce qui se passe, analyser des situations, puis essayer de les aider aussi au niveau des sorties et des entrées d'argent dans leur portefeuille. OK. Puis toi, combien c'est quoi comme ton management du risque? Parfait sans aller trop dans les détails, parce que vraiment, je pense que tu charges pour ça. Donc, qu'est-ce que. Combien tu recommandes de risquer toi par trade? Est-ce que c'est vrai qu'on doit avoir un ratio de 2? Est-ce que c'est un ratio de 2 sur un trade? Qu'est-ce qui est le plus recommandé? Moi, je risque 1% par trade. Puis, je vais tout le temps chercher un ratio de 2 parce que si je perds un trade, je perds 1. Si j'en perds un autre, je perds un autre 1. Puis si j'en gagne 1, je reviens à 0. Ça veut dire que ça me prend 33% de mes trades qui réussissent pour que je ne perde pas d'argent. Et encore là, je coupe mes pertes avant mon stop loss. C'est des moyens comme ça. Toi, qu'est-ce que tu recommandes pour réussir dans le marché? Bien, dans un premier temps, as-tu un chapeau d'investisseur ou de négociateur ou trader? Si tu es un investisseur, tu vas avoir une approche avec un portefeuille qui est diversifié. On dit entre 12 et 18 titres. OK. Alors, à partir de ce moment-là, tu ne te poseras pas la question si un titre recule de temps, tu le sors. La diversification va faire le travail. Quand tu es négociateur actif, évidemment, on dit aux gens d'avoir entre 2 et 5 risque de ruine. Parce que tu ne veux pas avoir une mauvaise séquence. Ben ouais. Malheureusement, les gens sont très forts sur ce qu'on appelle la loi des petits nombres. On va baser notre talent sur est-ce que j'ai eu raison lors des 5 prochaines transactions. Si oui, je vais extrapoler ça dans le temps. Mais tu pourrais avoir une mauvaise séquence à très court terme et que ton système fonctionne. Tu te dois d'être là, c'est-à-dire d'être vivant lors des prochains mois. Je te dirais qu'entre 2 et 5 ça c'est honnête. Évidemment, ça prend une gestion de stock qui est vraiment présente, surtout quand tu commences. Et pour ce qui est du 2 ou du 3 ou du 4, du 1, ça dépend du style de trading que tu as. Tu as 2 écoles. Tu as l'école qui est plus momentum, qui est vraiment avec la tendance. Là, ce qui va arriver, c'est que ce genre de méthode-là, tu vas avoir moins de succès. Tu vas avoir raison 25 à 30 du temps parce que c'est tous des jeux qu'on appelle d'accélération. Breakout ou des breakdowns. Et le marché boursier il est de côté 65 du temps. C'est-à-dire qu'il va se promener en 2 bornes où il ne va rien faire, il va faire du surplace. Ces stratégies-là n'auront pas tout le temps. Ça veut dire que tu vas prendre souvent des petites pertes. Quand tu en pinces une, il faut que tu restes vraiment longtemps là-dedans. Je te dirais que tu ne peux pas avoir une approche rigoureuse de 2 du 1 ou 3 du 1 parce que ça dépend de ton style de trading que tu vas avoir. Si tu utilises plus de momentum, ben j'espère que tu vas avoir du 5 et du 10 du 1. Si tu es dans un environnement plus de côté, puis tu es plus retour à la moyenne, tu essaies de jouer justement là, les 2 bornes de support et de résistance, bien, ton rendement risque il va être plus faible dans le sens que tu ne pourras pas avoir du 3 puis du 4 du 1. Si l'action se promène entre 8 et 9 $ depuis 6 mois, tu ne pourras pas nécessairement la sortir du parc, mais ton taux de succès va être beaucoup plus élevé parce que justement, le marché va avoir tendance à être plus de côté. Là, tu me diras, Antoine, parce que tu sais mieux que moi, mais au niveau des devises, c'est un marché qui est plus tendance. Donc, le momentum fonctionne mieux que, mettons, pour les actions. Sur les actions, ben, normalement, si je ne me trompe pas, là, ça se peut que je me trompe, c'est supposé aller vers le haut uniquement, ben, sur le long terme. Sur le long terme, oui, parce que tu as 54 des chances que le marché soit à la hausse demain. OK. Alors, tu as un petit billet favorable à ce que le marché soit à la hausse, mais comme je le mentionne souvent, tu as une chance sur 3 que le marché soit à la baisse sur une année. Alors, le marché boursier va monter de 10% annuellement sur plusieurs années, mais ça, c'est une moyenne. Une moyenne, Antoine, ça inclut quoi? Ça inclut une perte de 38% en 2008, mais des gains de 19% pour le S&P 500 l'année passée. Il faut vraiment là, avoir un portrait plus à long terme. Et de mémoire, sur une période de 20 ans, tu as 100% des chances que le S&P 500, le principal indice de référence aux États-Unis, soit à la hausse.
Mais sur une période de 2 ans, tu as 82% des chances qu'il soit à la hausse. Ça va arriver des périodes où le marché va super fort. Ouais. Puis, comment, tu sais, on entend beaucoup des gens qui pensent faire du 800%, mettons, en retour sur l'investissement. Oui. Combien ça fait un trader institutionnel? Combien ça fait en retour sur l'investissement? Est-ce que c'est normal de faire 20%? Il y a des gens qui disent 20%, aïe, c'est peu, mais en immobilier, du 15-20%, c'est énorme. Là, mais dans le trading, qu'est-ce qui est bon à faire à la bourse là, en termes de retour sur l'investissement? C'est une excellente question, puis je te sors l'anecdote suivante. L'année passée, quelqu'un me disait, écoute, j'ai fait du 15% pour le S&P 500 comme trader. Je dis, écoute, c'est un beau chiffre absolu, mais combien de temps que tu as mis pour faire ce 15%-là? Et là, évidemment, tu réalises que la personne a mis 200 à 500 heures. Si tu avais investi passivement dans le S&P 500 via un fonds négocié en bourse, tu aurais fait du 19%. Alors, tout le temps que tu mets dans ta préparation, dans l'exécution, dans le stress financier relié à ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Alors, pour un trader, que ça vaille la peine, je te dirais que tu vas être capable de doubler par année, dans le fond, ton montant d'actifs. Si tu as 50 000 un bon trader va faire au minimum 50 000 il va doubler ce montant d'argent-là. Ah, je ne savais même pas ça en tant que trader de Forex. Okay. Moi, je double, mais comme je pensais que la majorité des gens s'attendaient à faire des institutions, je pensais qu'ils s'attendaient à faire du 20% en moyenne. Moi, je m'attendais à. Mais je parlais avec des gens au meet-up aussi, qu'ils risquent beaucoup moins que 1%. T'sais. Moi, je me suis fait dire des 0,25%, parce que c'est sûr que c'est des plus gros montants aussi. Puis toi, qu'est-ce que tu recommandes? Tantôt, on a parlé de comme les gens s'attendent à faire plus d'argent s'ils mettent plus d'argent. Oui. Mais tu sais, surtout, je veux vraiment comme faire comprendre aux gens qui nous écoutent que si on met plus d'argent, ben tu vas pas faire plus d'argent si tu es capable de faire de l'argent constamment avec un petit montant. Oui. En mettant un gros montant, tu vas pas faire plus parce que tu as mis plus, tu vas juste en perdre plus en fait. Oui. C'est ça que je voulais faire comprendre aux gens aussi, parce que les gens sont greedy beaucoup aussi. Oui. Les gens veulent faire de l'argent rapidement. C'est ça qu'on parlait tantôt au niveau du marketing de la bourse et du forex surtout. Et les gens se font vendre ça comme si c'était un get rich quick. Oui. Ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires. C'est comme un peu le network marketing. Quand tu te fais approcher par du network marketing, on te vend le rail, on te vend la belle villa sur le bord de la plage, tout ça. Mais c'est un peu la même chose qui se passe avec la bourse en général. Les gens écoutent le Loup de Wall Street, des affaires comme ça, puis ils voient ça, ouais. C'est fou. Puis c'est ça que je veux vraiment faire comprendre aux gens, là, que tu ne vas pas devenir des millionnaire demain matin. Puis toi, comment tu considères, mettons, qu'un trader peut en vivre du forex ou de n'importe quel domaine là, relié à la bourse ou à l'investissement? À partir de quel montant tu considères qu'un investisseur peut vivre de ça? Un trader? Écoute, tu as plein de bonnes questions à l'intérieur de ta question. Là. Je dirais que dans un premier temps, les gens, on dit souvent une expression, les gens rêvent du nom. Okay. Les gens ils rêvent d'être un écrivain, ou d'être un marathonien, ou d'être un trader. Mais il y a peu de gens qui rêvent d'être le verbe, c'est-à-dire courir, écrire et trader. Et souvent, les gens sont là pour de l'action. C'est glam de dire que tu es trader, mais trader, là, ça va au-delà d'acheter et de vendre. C'est la préparation avant tes transactions, pendant l'exécution, revoir ton journal transactionnel, etc. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent tendance à porter attention aux résultats. Qu'est-ce que tu as obtenu en bout de ligne? Mais on oublie que c'est un processus. Et ce qui arrive, c'est que comment tu vas être capable, mettons, d'écrire un livre de 200 pages, tu es capable d'écrire 3 pages. Puis un livre, dans le fond, c'est juste une succession de 3 pages. Mais dans le trading, c'est la même affaire. Négocier 10 000 actions, c'est la même mécanique que 1000 actions. La différence, c'est la variation émotionnelle. Et à la bourse, ta pièce de monnaie sur pile, c'est rendement, mais face, c'est le risque. Et on voit souvent le côté rendement, parce qu'on est optimiste de nature, mais il faut voir aussi que ça va avec les variations émotionnelles. Et quand quelqu'un commence, il n'est pas capable de vivre avec cette variation-là émotionnelle. Tout dépendamment un peu là, de comment tu es construit émotionnellement, il y a des gens qui vont être plus à l'aise à prendre ce genre de variation-là, puis il va y en avoir d'autres qui vont avoir beaucoup de misère. Pour répondre à ta question de combien d'argent, ça dépend de ton rythme de vie.
La seule chose que je peux te dire, c'est qu'au niveau des actions, Adam Grimes parle de 3 à 5 ans que tu dois être capable là, de tenir financièrement pour être profitable. S&P Capital, qui est une firme incroyable aux États-Unis, parle d'un 12 à 18 mois. Ok. Je te dirais que d'entrée de jeu, tu dois être capable de négocier dans un confort émotionnel. Tu ne dois pas te dire, là, il faut que cette transaction-là fonctionne parce que je suis pas capable de manger en fin de semaine, c'est moins bon. Tu dois être capable d'avoir de côté entre 6 mois et 12 mois de revenus pour pouvoir être capable vraiment de t'éclater et d'apprendre. Mais pour le montant d'argent que tu as besoin, ça dépend de ton rythme de vie. Est-ce que tu vis en copropriété, ou une maison, tu pars-tu en vacances 2 fois par année, as-tu un bateau, etc. Et ça, c'est vraiment dépendamment de chacune des personnes. C'est ça que les gens semblent oublier, tu sais, aussi. Moi, comme les gens comme faisaient, hey, t'as lâché ta job, hey, c'est fou, tu fais de l'argent, ça veut dire, tu fais. Mais oui, je fais de l'argent, mais tu sais, mes dépenses, là, je dépense très peu, tu sais. C'est ça aussi que les gens, comme, tu sais, oui, il y a faire de l'argent, mais il y a aussi, comme, le mode de vie que tu vis, tu sais. Moi, je suis chambreur, tu sais, je pourrais peut-être partir en appartement, acheter un condo ou whatever, mais je reste quand même en chambreur, tu sais, moi, si les gens comme, ont tendance à, je pense à l'entrepreneuriat en général ou comme le businessman en général, les gens comme veulent vivre le lifestyle, mais il y a des sacrifices à faire avant de se rendre au lifestyle-là. Puis ce que les gens aussi oublient, tu sais, sur Instagram, je sais pas si tu suis un peu des trucs de trading sur Instagram, mais il y a beaucoup de no more 9 to 5, tu sais, fini le travail, je suis au bord de la plage, puis je trade. Mais moi, je trouve que la réalité, c'est pas ça, tu sais. Moi, je commence ma journée à 2 h le matin, puis je finis ma journée de trading à midi, tu sais, même encore là, après à midi, je regarde les charts à toutes les heures, histoire de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis tout le temps en train de lire, j'ai mes alertes, ma radio Run Squawk qui roule pour entendre qu'est-ce qui se passe en live. Puis, tu sais, les gens, comme, voient pas ça en général, comme tu sais, voient juste comme le no more 9 to 5, c'est la belle vie, puis c'est ça qui est un peu dommage, là, moi je trouve, personnellement, parce que quand quelqu'un vient me voir, je dois comme dire ah, non, écoute, c'est pas moi que ça marche, puis là la personne est comme déçue, c'est ça qui m'est arrivé aussi, les gens sont souvent déçus, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui viennent te voir, qui veulent apprendre à trader, qui pensent qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Ben, je te dirais, dans un premier temps, on va mettre en garde ce qu'on appelle le biais du survivant. T'sais, par exemple, tu sais qu'à l'Auto-Québec, quand quelqu'un rapporte un gros montant, il se doit de mettre sa photo dans les journaux et de mentionner son nom. Pourquoi? Parce que c'est pour démontrer aux gens que la loto, ça fonctionne. Si tu ne mettais pas d'exemple de gagnant, il n'y a personne qui achèterait un billet. Mais si tu ferais une publicité de l'Auto-Québec avec toutes les personnes qui ont perdu lors du dernier tirage de la 649, tu en aurais pour 3 heures minimum. Puis là, je suis vraiment là, très, très, très conservateur dans mon estimé. Mais mon point, c'est que sur Instagram, quelqu'un qui n'a pas de succès, il ne l'affichera pas. Ces gens-là, ils ont eu du succès, c'est vrai. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ils travaillent moins d'heures parce qu'ils ont un système, etc. Mais combien de personnes qui n'ont pas de succès, ils le diront jamais. Et ça, c'est le syndrome du party de Noël. Si tu vas dans un party de Noël, tu dis à quelqu'un que tu fais du trading, et là, les gens, ils vont toujours raconter leurs bons coups. Rarement, quelqu'un va te raconter qu'il s'est fait laver en faisant une transaction, etc. Ça, c'est notre nature humaine. Donc, pour répondre à ta question, c'est important d'être optimiste réaliste, de dire que ça se fait, mais les probabilités jouent contre toi. De mémoire, je pense que c'était Brett Steinbarger, un excellent psychologue aux États-Unis, il disait dans une étude là, de milliers de traders sur une période de 15 ans, là, je pense qu'il y avait quelque chose comme entre 10 et 15% qui sont profitables après ces années-là. Évidemment, à très court terme, tu peux être profitable sur 6 mois, 1 an, mais est-ce que tu vas être là sur 5 ou 10 ans? Et d'ailleurs, Bill Miller, je ne sais pas si tu connais Bill Miller, mais lui avait battu le S&P 500, l'indice de référence aux États-Unis, 15 années consécutives. C'était un record des temps modernes. Et durant la crise financière de 2007-2008, il s'est enfargé. Il s'est ramassé dans le dernier quartile en termes de performance après tout. Alors, le retour à la moyenne, il est très élevé et puis tu peux être très bon sur une courte période de temps. Et je pense que c'est la seule job au monde que tu peux connaître du succès pendant X années et ne plus jamais connaître du succès après parce que ton style, ta méthode est passé date. Où le marché boursier a évolué et toi, tu n'es plus capable de faire de l'argent. Et le meilleur exemple, c'est avant la bourse, tu pouvais faire de la négociation à la criée. Avec le langage des mains, etc. Et quand les bourses sont fermées fin des années 90, dont à Montréal ici,
Mais là, ces traders-là, il fallu qu'ils migrent sur une plateforme électronique d'ordinateur. Il y a beaucoup de ces traders-là qui n'ont pas été capables de faire la transition. Ok, ah, ouais, L'évolution peut changer aussi la façon de jouer, dans le fond, là, qu'on appelle à la bourse. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, parce que les banques, les institutions ne veulent pas, tu sais, il y a de l'argent qui est gagné. Ben, si je comprends bien le principe à la bourse en général, il y a des gens qui perdent de l'argent, mais des gens qui gagnent de l'argent des gens qui perdent. Oui. Si à un moment donné, tu sais, comme tout le monde utilise des trendlines, tout le monde commence à comprendre comme le même système, c'est sûr qu'à un moment donné, le système va changer. Oui. Toi, est-ce que tu as des conseils à nous donner comme pour. C'est parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va changer, veux pas. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Comment on peut réagir à ça? Ben, ce qui arrive, c'est que je te dirais que c'est comme le concept qu'on appelle the paradox of skill. Dans le sens que aujourd'hui, c'est dur de battre, mettons, le marché boursier parce que les gens qui s'attaquent à la bourse, c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui ont des ressources technologiques et financières. Le point, c'est pas de dire est-ce qu'Antoine est intelligent. Est-ce qu'Antoine, il a plus d'intelligence ou plus d'informations ou plus d'outils que les autres? Et là, ce qui arrive, c'est que tu réalises que de moins en moins d'écart entre ces gens-là parce qu'il y a de plus en plus de compétition. Les bailleurs à l'entrée, tu n'en as pratiquement pas. Tout le monde peut négocier de chez eux à faible coût, etc. Ce qui arrive, c'est que la portion chance va prendre de plus en plus une place importante. Et là, c'est plus une question de savoir ou de connaissance, de dire est-ce que c'est le MACD qui est meilleur ou le RSI. C'est vraiment toi, comment tu te comportes et le savoir-être qui fait la différence. C'est pour ça qu'il y a des gens, dont Houston, que j'aime beaucoup, lui, il parle beaucoup que le trading, c'est une job de performance. Là, tu vas entendre parler de méditation, tu vas entendre parler de CrossFit, tu vas entendre parler de visualisation, parce que les gens, ils disent, regarde, le savoir, là, il y a assez de savoir sur la planète, c'est pas ça qui va faire la différence sur ton approche. C'est vraiment l'ensemble de tes connaissances et surtout l'exécution. Est-ce que toi, tu considères avoir une routine? C'est pour quelqu'un qui fait ça, mettons, tous les jours. Là. Oui. T'sais, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est quand je me suis dit, OK, je planifie ma journée en bloc de 15 minutes. Oui. Puis parce que moi, j'avais la fear du market au début. Là, comme je t'ai expliqué tantôt, j'avais peur là, de cliquer sa gâchette, j'étais pas capable. Puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est de planifier ma journée et de savoir, comme, OK, ça, j'ai rien oublié, checklist, c'est fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Moi, j'ai gagné beaucoup en confiance avec le market, mais sans être overconfident non plus. Là, tout à fait, parce que ce qui arrive, c'est que souvent les gens vont rentrer dans une transaction, puis ils vont avoir lu le journal des affaires, ils vont avoir entendu l'opinion d'un spécialiste, ils vont écouter RDI Économie ou LCN. Il manque de rigueur scientifique. L'objectif, c'est vraiment de t'attarder sur des éléments que tu as le contrôle. Et tu as beau avoir la meilleure méthodologie au monde, ça demeure que si toi, tu t'exécutes pas bien, tu n'auras pas de résultat. Si tu as fait le backtest, une stratégie, que tu as raison 60% du temps sur 2 ans, si toi, tu n'exécutes pas parfaitement, tu vas avoir un taux de succès qui est plus faible. L'objectif est de te concentrer sur des éléments que tu contrôles. Parce que le marché boursier à court terme, tu ne le contrôles pas. Que tu aies raison sur une transaction, ça ne dépend pas de toi. En mettant l'accent là-dessus, ça diminue énormément ton stress émotionnel. Et dans un deuxième temps, tu es capable de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Que tu vas prendre des notes dans ton journal, tu vas revoir. Et ton objectif, c'est pas de travailler sur tes faiblesses. Ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est de maximiser tes forces et de minimiser les erreurs. Mais si tu n'as pas une routine pour savoir qu'est-ce que je mesure, à quelle fréquence, c'est quand que je révise ça, et c'est quand que je travaille sur ma game, comme on dit en anglais, ou mon jeu, tu ne peux pas t'améliorer. Alors, le fait d'avoir une routine, ça diminue ton stress, ça donne une rigueur à ton approche, et tu es capable, dans le fond, de mesurer tes résultats. Et le problème, c'est que tu vas croiser un trader sur la rue, puis tu vas lui dire, nomme-moi un exemple de transaction que tu as faite récemment, quel a été le rationnel derrière la transaction, et c'est rare que la personne va te donner 2 ou 3 éléments du pourquoi qu'elle est rentrée ou elle est sortie. Et la routine te permet justement de libérer beaucoup de stress émotionnel pour te concentrer sur les choses importantes. Toi, est-ce que tu recommandes d'écouter les gens? Moi personnellement,
j'écoute personne quand je trade. J'entends des choses, souvent on s'en va dans un party de Noël, puis là, il dit hey, tu devrais acheter ça, tu vas voir, là, ça va monter. Là. Puis tu sais, t'es comme influencé par ça, puis des fois les gens écoutent ces gens-là. Est-ce que tu recommandes toi, d'écouter les autres dans le trading ou même des spécialistes dans les journaux des affaires ou ces trucs-là? Est-ce que tu recommandes d'écouter quand même les autres, surtout aussi les gens? Moi je trouve personnellement que quand on écoute quelqu'un d'autre, on a tendance à mettre la faute sur cette personne-là. Oui. Puis là, tu ne regardes pas les erreurs en face. Puis Tout à fait. toi, qu'est-ce Ça, que c'est tu un excellent recommandes? point. Ça s'appelle le biais d'autocomplaisance. OK. Quand ça va bien, c'est grâce à ton intelligence, grâce à ton système d'information, grâce à ton trading. Quand ça va pas bien, tu blâmes les facteurs externes comme la Réserve fédérale, Donald Trump et la personne qui t'a suggéré d'acheter ou vendre. Moi, je vais toujours regarder ou écouter l'opinion des autres. OK. Dans un premier temps, j'aime ça avoir le pouls des gens. Comme l'année passée, Antoine, à l'automne, tout le monde m'appelait fin d'automne pour me parler de Bitcoin. OK. Tu sais, quand c'est rendu que une amie qui n'a jamais suivi vraiment les marchés boursiers t'appelle et veut savoir comment investir dans le Bitcoin, c'est important d'être à l'écoute de ça. Parce que ça, c'est un signal qu'on n'est pas loin d'un sommet. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans le journal des affaires qui parlait justement du principe de fear of missing out, la peur de rater quelque chose par rapport au Bitcoin. Un autre exemple, le dollar canadien. En 2016, en janvier, il était extrêmement faible contre le dollar américain. Et là, il y avait dans le Journal de Montréal, page 3, un article sur le dollar canadien. Et dans le Journal de Montréal, tu ne parles pas de hockey, de politique, mais du dollar canadien, on n'est pas loin d'un creux. Et Marina Orsini, lors de l'émission du retour, elle disait qu'elle allait consulter un spécialiste pour parler du dollar canadien. On sentait qu'on n'était pas loin d'un creux. Tu as besoin d'être alimenté par ça. Et là, moi, mettons, je vais donner des formations. Là, les gens, ils me parlent de quoi? Et là, aujourd'hui, on est, je ne sais pas de quelle date, on est le 22 octobre. On me parle des actions de cannabis. Je veux savoir que cette espèce d'engouement-là, et que c'est souvent peut-être un signal qu'on n'est pas loin d'un sommet. Dans un deuxième temps, je ne porterai jamais attention à la recommandation de la personne. Si, par exemple, la personne, elle me dit, cette action-là, ABC, qui est à 20 $, j'ai un prix cible, mettons, de 30, je ne porterai pas attention à ça. OK. Je vais porter attention à ses arguments. Est-ce que ça a du sens ou pas qu'elle quand dit, elle recommande l'achat ou la vente d'une action? Il faut que tu comprennes que les recommandations d'analystes financiers sont souvent à l'achat. C'est rare que ça va être des recommandations négatives. Et là, ça, c'est une longue histoire, là, parce qu'à quelque part, les banques font de l'argent où? C'est quand ils font du financement pour les compagnies via des émissions d'actions. Je me verrais bien mal être analyste de la compagnie Couche-Tard pour la Banque nationale et de dire que Couche-Tard va 30 $ plus bas. Je n'aurais pas à participer au financement et c'est beaucoup de sous qui est laissé de côté. En résumé, je porte attention aux sentiments de façon générale. Je vais regarder les couvertures de médias. Le téléjournal, il part comment suite à des marchés à la baisse ou à la hausse? Est-ce qu'il y a des mouvements de foule comme les actions de cannabis, le Bitcoin ou le dollar canadien? Et lorsqu'il y a un expert qui se positionne, je vais me dire, c'est quoi les arguments qui militent en faveur d'une hausse et d'une baisse, mais je ne regarderai pas la prédiction en soi. Si la personne me dit, Dow est à 25 000, il s'en va à 100 000, je veux connaître les raisons pourquoi. Mais je ne me laisserai pas embarquer de dire, je vais investir parce qu'il voit à 100 000. Parce qu'en bout de ligne, peu importe la qualité de la décision, c'est toi qui décides quand tu rentres ou tu sors à la bourse et c'est toi qui es responsable. Parce que si même la personne à la télévision te dit « Hey, achète cette action-là », le jour qu'elle recule, elle ne t'appellera pas pour te dire « Hey, je l'ai vendu, j'en ai rajouté » et je vais t'amener avec le point que les gens vont toujours miser sur le biais du négativisme. Les êtres humains, là, avec les médias, on a beaucoup de négativisme à la télévision et on va souvent là, proclamer la fin du monde ou des marchés à la baisse. Mais ces gens-là, ils reviennent toujours avec ce discours-là. Et malheureusement, ils ont raison une fois de temps en temps parce que les marchés ont tendance à reculer et c'est fait de façon spectaculaire. Et là, on ressort cette personne-là en disant « Ah oui, elle est donc bonne, Mark Faber. » Mais Mark Faber, ça fait depuis 2010 qu'il te dit qu'il va y avoir un crash boursier. Mais il va arriver le crash à un moment donné parce que ça arrive. Alors, il faut vraiment faire attention à ce genre de prédiction-là. Super, un gros merci, Michel. Toi, si jamais on veut te contacter, comment on peut te contacter? Est-ce qu'on peut te joindre sur ton site web? Oui, à www.michelvilla.com. Vous pouvez m'écrire un courriel, aussi m'appeler. Vous pouvez me suivre aussi sur le Bulletin D, qui est une publication mensuelle de Desjardins Courtage en ligne direct.
Super, ça, est-ce que c'est sur Disney, ça? Oui, c'est sur Disney. Je donne aussi des formations chez Disney. J'écris aussi à quelques reprises pour le journal Les Affaires. Super. Et dans une conférence près de chez vous. Yes. Ça, on peut tout aller voir la conférence? Il faut vous inscrire. OK, parfait. Ça dépend. Là, on est en tournée là, éducative avec courtage en ligne de Disney. On est justement là, à Gatineau là, le 27 octobre, à Québec le 3 novembre et en Saguenay le 17 novembre. Super. Un gros merci, Michel. Merci beaucoup à toi, Antoine.